Le 7 octobre 2023, le Hamas lançait une attaque terroriste contre Israël, faisant de cette journée la plus meurtrière de l'histoire de l'État hébreu. Des discussions entre Israël et le Hamas doivent se tenir ce lundi en Égypte. Ces pourparlers devraient s'appuyer sur le plan de Donald Trump destiné à mettre fin à la guerre à Gaza. Nouveau rebondissement en France. Quelques heures après avoir remis sa démission, Sébastien Lecornu accepte de mener d'ultimes négociations jusqu'à mercredi à la demande d'Emmanuel Macron. Ursula von der Leyen visée par 2 motions de censure venues de l'extrême droite et de l'extrême gauche du Parlement européen. Le vote aura lieu jeudi. Le 7 octobre 2023, Israël subissait l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire. Retour sur les 2 ans de guerre qui ont suivi. Le Hamas lance une série d'attaques sur Israël depuis Gaza. Les terroristes tuent plus de 1140 personnes et prennent 251 otages. Des bases militaires, des kibboutz et le festival Nora sont pris pour cible. En riposte, Israël promet d'anéantir le Hamas et lance une offensive sur Gaza. 6 jours plus tard, l'armée israélienne ordonne la première évacuation du nord de l'enclave. En 2 ans, plus de 400 000 Palestiniens fuient la ville de Gaza. Après 7 semaines de guerre, une première trêve de 7 jours entre en vigueur. 81 otages sont libérés et échangés contre 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Dans un verdict historique, la Cour internationale de justice ordonne à Israël de prévenir tout acte de génocide. L'Afrique du Sud avait saisi la plus haute juridiction de l'ONU, accusant Israël de génocide à l'encontre des Palestiniens à Gaza. À ce stade, les juges n'ont pas tranché la question. Des centaines de beepers et de talkie-walkie utilisés par le Hezbollah explosent simultanément au Liban. L'attaque perpétrée par Israël fait au moins 37 morts et près de 3000 blessés. Israël tue Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, dans une frappe sur le quartier général de l'organisation à Beyrouth, la capitale du Liban. La guerre entre Israël et le Hezbollah, qui a démarré au lendemain du 7 octobre et se conclut par un cessez-le-feu le 27 novembre 2024, fait près de 4000 morts et plus de 16 000 blessés au Liban. Après plus de 15 mois de guerre, un accord de cessez-le-feu négocié par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis entre en vigueur. 33 otages, dont 8 corps, sont échangés contre 1800 détenus palestiniens. L'accord est rompu 2 mois plus tard par Israël. En juin, une guerre éclair de 12 jours éclate entre Israël et l'Iran. Israël frappe notamment les sites nucléaires de la République islamique et plus tard le centre de Téhéran. L'Iran riposte. Suite aux frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens, l'Iran vise la base américaine au Qatar. Donald Trump annonce un cessez-le-feu le lendemain. Le bilan humain est de plus de 1000 morts en Iran selon une ONG et de 28 morts en Israël. L'ONU déclare officiellement l'état de famine à Gaza, du jamais vu au Moyen-Orient. Plus de 500 000 Gazaouis sont concernés. L'ONU met en cause l'obstruction systématique d'Israël. Le président américain Donald Trump présente un accord de paix visant à mettre fin à 2 ans de guerre dans la bande de Gaza. Il comprend la libération des otages, le désarmement du Hamas et la fin de l'offensive israélienne à Gaza. Des négociations sont en cours en Égypte. L'offensive israélienne à Gaza a fait plus de 66 000 morts et 170 000 blessés en 2 ans. L'organisation islamiste retient toujours 48 otages, dont 20 seraient toujours vivants selon Israël. Des discussions entre Israël et le Hamas doivent se tenir ce lundi en Égypte dans la ville de Sharm el-Sheikh. Organisées sous la médiation de responsables égyptiens et qataris et de l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, ces pourparlers devraient s'appuyer sur le plan du président américain Donald Trump, destiné à mettre fin à la guerre à Gaza. Ce plan prévoit notamment la libération de tous les otages, le démantèlement du Hamas et la mise en place d'un gouvernement de surveillance provisoire dirigé par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Le Hamas s'est dit prêt à procéder à un échange immédiat d'otages et de prisonniers avec Israël, tout en exprimant des réserves sur certaines dispositions du plan qui nécessiteraient, selon le groupe islamiste, des consultations supplémentaires. Alors que Donald Trump exige une avancée rapide des discussions, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé Israël à cesser les bombardements à Gaza, estimant qu'il serait impossible de procéder à un échange tant que les combats se poursuivraient. Le chancelier allemand Friedrich Merz est favorable au boycott du concours Eurovision de la chanson 2026 si Israël en est exclu.
Pour le chancelier, la participation d'Israël ne devrait même pas être remise en question. Das würde ich befürworten. Ich halte es für einen Skandal, dass darüber überhaupt diskutiert wird. Israel gehört dazu. L'Allemagne fait partie des 5 grands de l'Eurovision, aux côtés de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et de l'Espagne, qui sont les plus gros contributeurs financiers du concours. L'Espagne a cependant déclaré qu'elle se retirerait de l'Eurovision l'année prochaine si Israël était convié, une position qu'ont suivi les radiodiffuseurs des Pays-Bas, d'Irlande, d'Islande et de Slovénie. Face à la pression croissante, l'Union européenne de radio-télévision, le producteur, a déclaré qu'elle organiserait un vote en ligne en novembre sur la participation d'Israël. Quelques heures après avoir remis la démission de son gouvernement, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu reste finalement en fonction encore quelques jours. Le président français lui a en effet confié la tâche de poursuivre, je cite, d'ultimes négociations pour tenter de sauver une situation inédite dans la Ve République. Sébastien Lecornu a accepté cette mission et reviendra mercredi à l'Elysée pour rendre compte au président Macron. Alors comment en est-on arrivé là? Tout est parti dimanche soir d'une fronde venant des Républicains et de son président Bruno Retailleau. À peine reconduit au ministère de l'Intérieur, il s'est fendu d'un tweet dans lequel il s'est dit mécontent du manque de rupture annoncé dans la composition du gouvernement, mais s'est aussi dit très surpris du retour au gouvernement de Bruno Le Maire au ministère des Armées, dont il n'avait pas été informé par Sébastien Lecornu. Il a donc appelé à une réunion d'urgence de son bureau politique. Bruno Le Maire a finalement démissionné de son poste de ministre ce lundi soir afin, selon lui, de ne pas envenimer la situation. Suite à cette nouvelle crise dans la crise, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a demandé une fois encore la démission du président Emmanuel Macron. De son côté, le RN, par la voix de Jordan Bardella, a lui réclamé une dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections législatives pour clarifier la situation. 3 mois après avoir survécu à sa première motion de censure, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit faire face à 2 nouveaux votes de défiance cette semaine. L'extrême droite avec les Patriotes pour l'Europe et l'extrême gauche via le parti de la gauche européenne sont à l'origine des 2 motions. Un débat au Parlement européen qui a eu lieu ce lundi sera suivi jeudi du vote de ces motions. Les 2 propositions ont un point commun, la réaction contre l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis et les conditions très défavorables qu'il a imposées aux exportateurs européens. Un accord qui fait d'ailleurs toujours l'objet de vives critiques de la part de la quasi-totalité des partis politiques. La gauche et les Patriotes pour l'Europe ont également condamné le manque de transparence d'Ursula von der Leyen dans cette affaire. Bien que l'on s'attende à ce qu'elle survive au vote grâce au soutien indéfectible de son camp et des partis centristes, les 2 votes consécutifs soulignent la polarisation politique à laquelle Ursula von der Leyen est confrontée au cours de son second mandat. Les scientifiques américains Mary E. Brunko et Fred Ramsdell ainsi que leur homologue japonais Shimon Sakaguchi ont remporté le prix Nobel de médecine 2025. Les 3 lauréats ont été récompensés pour leurs découvertes révolutionnaires dans le domaine de la tolérance immunitaire périphérique. Cette tolérance est l'un des moyens utilisés par l'organisme pour empêcher le système immunitaire d'attaquer ses propres tissus plutôt que des envahisseurs étrangers. Une défaillance de celle-ci est un symptôme des maladies auto-immunes. Cette récompense est la première des annonces des prix Nobel de cette année et a été annoncée par un jury à l'Institut Karolinska de Stockholm. Les annonces de prix Nobel se poursuivront tout au long de la semaine, le prix de la paix étant annoncé vendredi. En Slovénie, les équipes de secours ont retrouvé dimanche le corps de l'un des 3 alpinistes croates portés disparus après une avalanche. Le groupe tentait l'ascension du mont Tosk dans le nord-ouest du pays lorsqu'une coulée de neige s'est déclenchée. 4 alpinistes s'étaient arrêtés pour faire une pause tandis que les 3 autres poursuivaient leur montée. Ce sont eux qui ont été pris dans l'avalanche. Selon la police, les recherches pour retrouver les 2 disparus restants ont dû être suspendues, les conditions météo s'étant rapidement dégradées et le risque d'avalanche s'étant accru. La Slovénie connaît depuis plusieurs jours une descente d'air froid qui a entraîné une chute brutale des températures accompagnée de neige précoce et de vents violents. Depuis 2020, plusieurs interactions entre des orques et des bateaux ont été enregistrées au large de la péninsule ibérique. La plus récente s'est produite au large de Vila do Conde, dans le nord du Portugal, lorsqu'un voilier français a perdu son gouvernail après une telle rencontre. Cet incident s'est produit 2 semaines après le naufrage d'un autre voilier au large de la Costa da Caparica,
le 13 septembre, à la suite de l'approche d'un groupe d'orques. Relativamente a interações e avistamentos de orcas durante 2025, há de referir 30 avistamentos e 24 interações. Le comportement de ces animaux sauvages, qui peuvent atteindre 11 tonnes, a suscité quelques inquiétudes et l'amusement d'Internet, qui les a qualifiés d'orques qui se battent contre les yachts. Mais la communauté scientifique estime que le but est de jouer et non d'attaquer. Temos de ver isto quase como jogo, quase como aquele jogo da corda, puxa para lado, outro puxa para o outro. Porquê? Porque o leme é efetivamente uma peça fundamental para direcionar a embarcação. E ao facto de eles brincarem com o leme, estão efetivamente a mudar a direção da embarcação e parece que despoleta o interesse. Não podemos dizer que isto são comportamentos agressivos, na medida em que estes animais são animais de grande porte. Se efetivamente quisessem ter um comportamento agressivo, seria de outra intensidade, de outra escala. Le problème, c'est qu'au fil des années, de plus en plus d'animaux ont appris ce comportement, et ce qui a commencé avec quelques jeunes animaux est maintenant le fait d'un nombre beaucoup plus important d'individus dans la population des orques. Estamos a falar mais ou menos de 30 a 40 indivíduos, e portanto as estimativas é que se calhar já metade deste número começa a demonstrar este tipo de interação com as embarcações. Il a donc fallu établir des règles. L'Institut pour la conservation de la nature et des forêts a défini un protocole de sécurité avec les comportements à adopter en cas de présence d'orques. Há duas situações possíveis. Uma é parar as máquinas, baixar as velas, não fazer movimentos bruscos e aguardar que os animais, no fundo, dispersem. A outra situação, e voltando a referir, desde que o mar o permita, é colocar máquinas a ré, engrenar as máquinas a ré.